Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis évidemment heureux d'être avec vous, avec Sophie Cluzel, pour ce sujet qui est central pour nous, vous le savez. Et à quelques semaines d'une rentrée que nous voulons très particulière, parce que cette rentrée 2019 doit se caractériser par un changement de paradigme dans notre manière de scolariser les élèves en situation de handicap, pour toute une série de raisons qui peut-être ne sont pas au cœur du sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que non seulement nous avons plus d'accompagnants, mais surtout nous avons finalement une chose, puisque vous m'avez demandé que ça dure 20 secondes et que j'ai déjà utilisé 18, finalement il y a un slogan qui traduit ce changement de paradigme et qui est avant tu attendais d'avoir un AESH pour aller à l'école, maintenant tu vas à l'école, un AESH t'y attend. Et cette expression-là dit un petit peu tout, parce que c'est cette idée que l'école est conçue pour accueillir. Alors nous savons bien qu'il y a beaucoup de défis derrière cette simple assertion, mais c'est cette idée-là, cette idée que l'école de la confiance est une école construite pour accueillir et scolariser accueillir toutes les diversités de profils et scolariser donc autant que possible tous les enfants, et de le faire en personnalisant les parcours, pas de façon indifférenciée, mais en étant capable de le faire. Donc en fait, pour me résumer, l'école de la confiance, c'est une école où justement on apprécie on apprécie les différences, on les respecte, et que ceci se fait au bénéfice du collectif, parce que cette différence est une richesse. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, vous l'avez remplacé, Vincenzo. C'est pas facile de passer après Jean-Michel Blanquer qui a dirigé l'ESSEC, maintenant que vous êtes à la tête de l'ESSEC. Je vais vous demander 20 secondes aussi. Lui, il est ministre, donc il a le droit de déborder. Ce que serait bien, c'est qu'après, chacun tienne ses temps pour qu'on ait justement l'occasion de dialoguer entre vous et avec la salle. Bonsoir a tutti e a tous, bonjour, moins de chance de succéder comme ministre, peut-être en Italie un jour, ma on verra. Ma questo non si sa mai, on ne sait pas. Bon, ma vision par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer d'offrir, sur la base d'un constat, qui est qu'il y a encore beaucoup trop de barrières à faire tomber, même s'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Il me semble important de se donner l'ambition d'offrir à ces gens en situation de handicap encore plus de chances d'accéder aux études supérieures sélectives. Mais ce n'est pas juste de donner de chances, à mon avis, c'est important de leur donner aussi encore plus de chances de réussir académiquement et professionnellement comme tout autre étudiant. Et donc, créer au sein des écoles une vraie dynamique inclusive pour que ces étudiants puissent vivre une expérience qui soit au moins autant exaltante que tous les autres étudiants. Et dernier élément, c'est aussi de les accompagner à entrer dans un monde professionnel, pas pour trouver un job, un travail, mais pour trouver le job. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire trouver le job qui soit vraiment en cohérence avec leurs aspirations, leurs talents et leurs ambitions. Merci, Vincenzo. Grazie, Prego. Bravissimo. Général, Polytechnique, c'est l'école de la rigueur. Est-ce que ça peut être l'école de la confiance pour tous? Bien sûr, c'est une école qui a une image d'excellence très forte, et cette excellence, elle n'est pas du tout incompatible avec une diversité qui s'exprime sous toutes ses formes. Et notamment, le handicap a aussi sa place dans une école comme Polytechnique, parce que c'est un établissement qui, bien sûr, forme des futurs décideurs, des gens qui seront à des très hauts niveaux de responsabilité dans la société, dans les différentes entreprises dont vous êtes les représentants, qui devra aussi trouver des solutions pour justement surmonter les barrières qui ont été évoquées. Il n'y a rien d'impossible. Et nos polytechniciens, on va dire nos ingénieurs de façon plus large, se doivent d'être au cœur des solutions technologiques, humaines, sociétales, pour faire que le handicap n'est plus une barrière, justement. On y reviendra, merci Général. Hubert Giraud, vous représentez Capgemini, on salue Paul Hermelin qui a été retenu. On a parlé là de la rigueur, de l'exigence. En quelques secondes, vous aussi, comment est-ce que vous définiriez cette exigence de formation pour tous? Écoutez, je voulais vous dire d'abord que Paul aurait adoré être là, mais... on est content que vous soyez là quand même. Voilà, oui, j'ai compris, mais... Paul Hermelin, c'est Paul Hermelin. Ayant décidé d'acquérir une société la semaine dernière, il a été soudain pris par tout ça et m'a demandé de le représenter, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, étant directeur général en charge aussi des ressources humaines du groupe. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel CAP, je crois, est
est assez bien placé dans le pays. Pourquoi c'est fondamental pour nous? Parce qu'on a vraiment au cœur de notre action le souci d'avoir une population d'employés, de collègues, de partenaires la plus diverse possible, à l'image de la société. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas toujours très divers. On est un peu beaucoup avec des cravates, un peu beaucoup hommes, un peu beaucoup européens, etc. Ce qu'on doit absolument corriger. Donc pour nous, c'est la confiance et la formation, c'est au cœur de tout. On est dans une pénurie totale mondiale de talents, mais littéralement. Il y a des centaines de postes ouverts non pourvus partout, à commencer dans ce pays. On a recruté 5000 personnes l'an dernier. Ça va encore augmenter, en plus avec la fusion avec Altran. On a un absolu besoin de recruter, et on recrute beaucoup, et on forme beaucoup. Et pour nous, c'est au cœur de notre projet. C'est pour ça que je suis heureux d'être là. Vous nous expliquerez ça en détail. Patrick, 19, vous aussi pour Aviva, en quelques mots, cette école de la confiance et cette formation pour tous. Bon, l'engagement d'Aviva, que ce soit au niveau du groupe ou en France, sur tout ce qui est diversité, et même de manière plus large, sur ce qu'on appelle RSE, date d'il y a longtemps. Mais c'est vrai que quand j'ai pris la direction générale de la filiale française, on avait plein de petites initiatives de diversité, dont le handicap, mais d'autres initiatives de diversité. Et on a créé ce qu'on appelle l'assurance d'être soi-même, qui est finalement notre programme interne de diversité. Et quand on a voulu voir qu'est-ce qu'on mettait dedans, tout le monde est venu me voir en me disant « il faut donner confiance ». J'ai peut-être un petit esprit de contradiction, mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on devait d'abord faire, c'était de lutter sans merci contre ceux qui enlevaient de la confiance. Moi, je me suis rendu compte que toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap, qu'elles soient dans des situations non habituelles par rapport à la majorité, et vous montriez cet alignement de beaux messieurs, et vous aviez parfaitement raison, Nathalie, bon, finalement, les gens, ils sont capables, quand on leur met pas de barrières, d'être eux-mêmes, ils ont confiance, ils sont capables d'acquérir confiance. Donc, en tant qu'institution, et ce qu'on essaie de faire chez nous, c'est surtout de lutter contre ceux qui enlèvent la confiance. Merci beaucoup. On va rentrer dans les détails. Christophe Castel, vous, au ministère de l'Éducation supérieure, évidemment, c'est un défi d'accueillir des étudiants en situation de handicap et de les aider à développer leurs compétences. Et comme disait votre voisin Vincenzo, les aider à trouver peut-être la bonne formation pour qu'ils trouvent le job et pas un job. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Tout à fait, mais vous avez bien résumé le problème. Pour nous, un enseignement supérieur de la confiance, c'est un enseignement déjà auquel les jeunes en situation de handicap savent qu'ils pourront accéder. Ils pourront y accéder dans de bonnes conditions. Et c'est ce que vous évoquiez, c'est la question de l'orientation. Non pas accéder à l'enseignement supérieur pour le plaisir, pour y accéder, mais y accéder à une formation qui a un sens, qui est adaptée à leur projet personnel, qui est adaptée aussi à leur projet professionnel. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu. Et c'était aussi tout le sens de la réforme orientation et réussite des étudiants avec la mise en place de Parcoursup. C'est aussi un enseignement supérieur accessible. Alors on pense tous à l'accessibilité presque des locaux. J'allais dire, il y a encore toujours des progrès à faire, mais ça, nous avons énormément fait déjà. C'est un enseignement accessible dans ses déroulés pédagogiques. C'est l'accessibilité des formations. Ça, c'est un point sur lequel nous travaillons beaucoup. Et le dernier point, puisqu'on parle de compétences, on parle d'insertion professionnelle, c'est que nous soyons capables de permettre à ces jeunes en situation de handicap d'accéder à la certification, à la réalisation de ces compétences pour qu'elles puissent leur permettre de s'insérer dans de bonnes conditions dans l'enseignement professionnel. C'est ça, un enseignement supérieur de la confiance. C'est un enseignement aussi où le jeune en situation de handicap saura qu'il est avant tout un étudiant et est traité comme tel. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment. Il suffit juste que vous vous signaliez. Une hôtesse vous apportera un micro, soit pour témoigner, soit pour poser une question. Monsieur le ministre, donc, on est parti pour cette école de la confiance. Tous les gouvernements ont essayé, les uns après les autres, d'ouvrir de plus en plus les écoles, puis les formations aux enfants en situation de handicap. Le chemin parcouru est évidemment encore insuffisant. Le point de sortie, pour vous, c'est quoi? Et peut-être même, c'est quand? C'est une question difficile, parce que sur beaucoup de sujets, évidemment, la perspective, elle est toujours en mutation. Mais ce qui est certain, c'est que la France est partie de très loin sur un tel sujet, en matière scolaire.
Et donc, quand en 2005, il y a eu la loi poussée par Jacques Chirac, c'était déjà un premier progrès important, et sur le plan pratique et sur le plan des mentalités. Une chose qui a été acquise à ce moment-là, mais qui est fragile, c'est un certain consensus national autour du sujet. C'est-à-dire que le fait qu'il y avait une forme d'unité politique autour de l'enjeu, et cela a démarré donc fortement, avec notamment cette idée que l'école devait être inclusive, ce qui signifie que les élèves en situation de handicap doivent, chaque fois que c'est possible, être accueillis en classe ordinaire, et puis, autant que possible, avoir des accompagnants avec cela. Cette politique, elle a eu ses forces et ses faiblesses. Elle a été beaucoup une politique quantitative, c'est-à-dire une politique qui a permis d'accueillir chaque année 5 à 10% d'élèves en plus. On est parti, je crois qu'on était autour de 20 000 en 2005, élèves scolarisés. Aujourd'hui, à la rentrée dernière, nous étions avec 340 000 élèves. Et tout indique que ça va être quelque chose comme 360 ou 370 000 à la rentrée prochaine. Et l'éducation nationale a travaillé avec ça. On lui fait souvent beaucoup de reproches, mais elle a quand même, sur ces 15 années, moins de 15 années, accompli cette croissance. Cette croissance quantitative, elle a consisté aussi à recruter de nombreux accompagnants, mais sur des modalités qui ont pu être critiquées à juste titre, notamment parce que tout ça a reposé sur des contrats aidés, et donc des personnes souvent en contrat précaire et peu formées, ce qui a généré des frustrations aussi bien chez ces personnes que chez les élèves et leurs familles. Et donc le défi que nous avons eu à affronter depuis 2 ans, 2 ans et quelques mois, ça a été de passer à une nouvelle étape qui soit à la fois encore un progrès quantitatif, c'est-à-dire donc nous recrutons toujours plus d'accompagnants, mais surtout qualitatif, c'est-à-dire une nouvelle vision dont les grands principes sont un peu ce que je résumais tout à l'heure, c'est-à-dire raisonner de plus en plus depuis l'établissement et donc au plus près du terrain, en n'ayant pas une vision magique de ces sujets, en disant tout le monde rentre et puis on met un accompagnant derrière chacun et ainsi tout sera résolu. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en ayant cette approche qualitative qu'on trouve par exemple en Italie, où les établissements ont plus réussi cela jusqu'à présent, c'est-à-dire d'avoir une politique du handicap par établissement avec des personnes dédiées, mais aussi une plus grande formation de ceux qui ne sont pas les personnes dédiées. En clair, nous devons avoir des professeurs beaucoup plus formés en formation initiale sur ce sujet. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont demandeurs, les professeurs? Est-ce que vous sentez que... Voilà, on sait qu'accueillir 1, 2, 3 enfants en situation de handicap, en plus, il n'y a pas un handicap, il y a des handicaps. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce que vous les sentez volontaires? On pourrait même entendre une forme de réserve de leur part, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de confiance. Bien sûr, mais cette réserve, elle existe, elle est humaine. Il y a de la bonne volonté, très fortement. Tout le monde est d'accord avec les grands principes. Personne ne peut contester les grands objectifs de l'école inclusive. Mais c'est après, quand on rentre dans les aspects concrets, que ça se complique forcément. Et comme vous l'avez dit, il y a plusieurs types de handicap et ça pose des difficultés très concrètes. Et parfois, les professeurs sont légitimement désemparés devant ces réalités concrètes. Donc, cela nous renvoie d'abord à cet accompagnement humain bien réussi, et donc ça suppose des personnes bien formées. C'est ce que nous sommes en train de faire. La loi pour l'école de la confiance, qui sera votée demain à l'Assemblée et dans 3 jours au Sénat, est une loi qui permet notamment de donner des contrats plus durables aux accompagnants, 2 fois 3 ans et à la fin un CDI. Donc on est en train de créer une véritable carrière en la matière, ce qui est très important. Et d'autre part, nous allons systématiser en formation initiale le fait que les professeurs aient des formations sur le handicap, et ce faisant en réalité sur la diversité des problèmes. Parce que par exemple, toutes les dyspraxies relèvent ou non du handicap, et en réalité, si on forme tous les professeurs à cela, eh bien ils seront, non seulement cela va les renforcer pour la scolarisation des élèves handicapés, mais en réalité pour l'ensemble des élèves. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de l'école inclusive, c'est que l'école inclusive, elle est évidemment bénéfique pour les élèves qui ont un handicap, mais elle doit être, grâce à cela, bénéfique pour tout le monde. C'est bien cela que nous souhaitons réussir. Donc ceci passe par bien des choses dans le détail desquelles je pense ne pas pouvoir rentrer malgré le temps extra que vous m'accordez. Mais je pense que, si vous voulez, ça passe notamment par la formation des professeurs, la formation des accompagnants, un raisonnement depuis l'établissement, et puis une évolution des mentalités dans les rectorats, les directions départementales et dans chaque établissement, où on considère que véritablement c'est un service public qui est rendu. Et concrètement, ça veut dire des choses très simples, très bêtes. Mais par exemple, une nouveauté
très simple de la rentrée prochaine, c'est que les accompagnants ont un email de l'Éducation nationale. Ils sont considérés comme membres de l'équipe. C'est tout simple, mais ça change beaucoup de choses. Et donc on a une série de mesures qui sont prises, avec bien entendu une attention particulière aux familles. C'est pourquoi on crée une cellule dans chaque département de France où nous allons garantir aux familles une réponse dans les 24 heures, une première réponse en tout cas, pour tout problème posé. Et ce que nous voulons, c'est régler le plus possible les problèmes avant la rentrée. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ce que j'égrène depuis tout à l'heure, ce sont des défis organisationnels absolument considérables et pour lesquels nous avons vraiment beaucoup travaillé, mis des ressources importantes, sans pouvoir être certain de tout réussir, bien entendu. Mais ça, le fait que vous ayez l'accompagnant recruté avant la rentrée, formé avant la rentrée, présent le jour de la rentrée, ayant rencontré la famille et les autres professeurs avant la rentrée, eh bien, c'est ce que nous visons, c'est ce que nous allons faire au maximum pour la rentrée prochaine, et ça change tout. Vous savez, à l'Éducation nationale, quand on parle d'une rentrée techniquement réussie, c'est une expression consacrée depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on a réussi à mettre un professeur devant chaque classe, et que chaque classe a ses professeurs au bon endroit de la bonne façon. C'est la vision, je dirais, de base de ce qu'est une rentrée réussie. Sujet sur lequel, d'ailleurs, cette maison a progressé sur une vingtaine d'années, pour bien des raisons. Eh bien, désormais, une rentrée techniquement réussie, ça doit être aussi une rentrée où les accompagnants sont là, les professeurs savent quels sont les profils de leurs futurs élèves, et que donc une préparation a eu lieu en amont de la rentrée, alors que jusqu'à présent, on s'est accommodé d'un système au fil de l'eau et un système un petit peu fragile, si vous voulez. Et donc, c'est cela qui est en train de changer. Bien entendu, je ne peux promettre la perfection dès la rentrée prochaine, et je sais bien que nous allons avoir une série forcément de difficultés diverses et variées, mais je pense que nous allons vraiment vers une amélioration très nette. Et cette amélioration, elle est non seulement technique, mais elle est aussi évidemment psychologique. Et elle doit être, et je boucle sur ce point à partir du début de votre question, elle doit être aussi une amélioration pour les professeurs qui doivent sentir que l'école inclusive, c'est pas juste un peu aveuglément des enfants qu'on accepte en milieu ordinaire en disant débrouillez-vous tous. Ça ne peut pas être ça, parce que sinon on a des effets contre-productifs, on peut même arriver à des contestations de l'école inclusive. L'école inclusive, ça doit être, on est tous préparés à cela, on le voit comme une chance, comme un défi, mais aussi comme une chance, et on y est bien préparé, et il y a une logique collective, c'est-à-dire personne ne doit se sentir seul face aux différents problèmes à résoudre, mais au contraire doit se sentir dans un collectif. Et évidemment, à la fin, le but, c'est que l'élève se sente là aussi dans un esprit collectif et donc dans une école de la confiance. Merci, Monsieur le ministre. Il y a un étudiant à qui je voudrais donner la parole dans la salle, mais je ne sais pas où il est, William Demas. Est-ce que vous êtes là, William? Je ne vous vois pas. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut donner un micro à William? Vous avez entendu, William, ce qu'a dit le ministre? Vous avez entendu chacun faire une sorte de profession de foi sur l'école de la confiance. Vous êtes étudiant. En quelle année et quelle filière avez-vous choisi? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis j'étais récemment diplômé du master en finance de l'ESSEC. Voilà. Bonne école, très bonne école. Donc c'est vrai que j'ai eu un parcours assez long et assez diversifié. Long, diversifié, mais est-ce que c'était compliqué, William? Alors effectivement, tout au long de ce parcours, j'ai eu de nombreuses difficultés, notamment au collège et au lycée, où c'est vrai que l'accompagnement était très artisanal, que ce soit moi, les professeurs et même les personnes accompagnantes ne savaient pas trop qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était le mieux pour tout le monde. Donc on était un petit peu dans un tâtonnement et chaque année les choses recommençaient puisqu'on était avec de nouveaux professeurs, de nouveaux accompagnants. Par la suite, donc, il y a eu aussi des difficultés pour mon orientation puisque j'avais prévu de faire une formation en mathématiques. Or malheureusement la formation n'était pas accessible et donc j'ai dû me réorienter, reconstruire un projet de formation et un projet professionnel. Et finalement, lorsque j'ai intégré, que ce soit Grenoble, l'école de management et l'ESSEC, en fait, j'ai été mieux accompagné. C'était beaucoup plus organisé, beaucoup plus professionnalisé. J'ai pu finalement participer comme tout un chacun à ces formations, notamment avoir une mobilité internationale, puisque dans le cadre du master en finance de l'ESSEC,
On est allé à New York pour rencontrer diverses entreprises. Et je crois que ça a été notamment possible grâce à des partenariats avec des entreprises que l'ESSEC a. Pour ma part, ça a été un partenariat avec Natixis. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça a rendu beaucoup de choses possibles et beaucoup plus simple pour moi, afin que je puisse me concentrer tout simplement sur mes études, que je puisse profiter de cette formation comme les autres. Comme les autres, voilà, effectivement. Dernière petite question, Julien. On va essayer de faire prendre des engagements à chacun de nos intervenants aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à leur donner pour que ce soit plus simple et possible à chaque fois, quel conseil, avec l'expérience qui est la vôtre, vous pourriez nous donner? Je crois que aujourd'hui, les professeurs, le corps professoral, le corps pédagogique est assez volontaire. Ce qui a beaucoup manqué dans mon parcours, ça a été la compréhension et connaître ce qui était possible de tous les côtés. Donc je crois que la compréhension de votre handicap, de ce que ça signifie d'être quelqu'un de différent dans un monde dit normal, c'est ça? Effectivement, alors ce point-là, mais également savoir ce qui est possible de faire. Donc en fait, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut plus de formation et de sensibilisation de tous les acteurs, que ce soit donc les professeurs comme les accompagnants et également l'élève, parce que quand on a 15 ans, on ne sait pas ce qu'on est capable soi-même. Voilà. Quelle que soit sa situation. Merci, William, et félicitations pour vos brillantes études. Et aujourd'hui, comment ça va? Écoutez, tout va bien. Là, si vous cherchez du boulot, c'est le moment, là, ici. Hein. Effectivement, on y va, on vous aide. Hein. Non, effectivement, oui, là, comme j'ai été récemment diplômé, je recherche donc des opportunités en finance de marché et en gestion d'actifs. Et voilà, finalement, comme ce qu'a pu dire Vincenzo, moi, j'ai des compétences très spécifiques et je souhaite vraiment, j'ai l'ambition de les utiliser et c'est celle-là dans ces domaines. Pas les autres. Voilà, ouais. Effectivement. Merci beaucoup. Bravo, William. Bon, écoutez, je ne sais pas qui est là, mais je vais m'adresser à vous, Vincenzo, et à vous, Général. En même temps, on a l'impression, quand on écoute William et quand on voit ces enfants en situation de handicap réussir, qui ne sont pas des exemples, qu'ils sont des exceptions. Comment est-ce que vous percevez quand vous faites passer vos concours, par exemple, Général? C'est un parcours du combattant pour tous les étudiants, les très grandes écoles, mais alors pour cela, 2 fois plus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très vrai. Le concours est une barrière qui ne peut pas se substituer. Aujourd'hui, pour entrer à l'école polytechnique dans le cycle ingénieur, il faut passer un concours. Et ce concours est excessivement dur. Et c'est un facteur d'exclusion pour, en effet, les étudiants handicapés. On le sait, on a cette contrainte également. En tant qu'école militaire, l'ensemble de mes élèves français sont élèves officiers donc de l'armée française et donc doivent être avec une aptitude opérationnelle minimale. Donc c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps rédhibitoire pour des étudiants handicapés. C'est ce qu'on appelait le CIGICOP, c'est-à-dire en fait les aptitudes opérationnelles pour combattre. Et depuis 2014, on a changé les choses en assouplissant justement les critères donc le physique et psychologique pour entrer à l'école polytechnique. Ce n'est pas suffisant, pour être tout à fait clair. Alors, on a encore aujourd'hui le constat que beaucoup d'étudiants... Vous en avez combien, pardon, Général? Vous avez une idée de combien d'étudiants handicapés vous avez? Sur une promotion de à peu près, je vais prendre en compte aussi les étudiants internationaux, donc je suis sur une promotion d'à peu près 530-540 étudiants par an. Je dois avoir à peu près une dizaine d'étudiants qui se déclarent handicapés après le concours, en fait. Pourquoi? Parce que le concours aujourd'hui ne prévoit pas d'aménagement. Incroyable. Tout à fait, mais je le dis d'autant. Ils cachent leur propre handicap. Absolument, absolument. Donc ça, il faut vraiment qu'on change les choses. Et donc on a bien en tête cette difficulté, cette injustice en fait, puisqu'en fait c'est une rupture totale d'équité. Et donc on est en train, pour le concours 2020, de bâtir des aménagements au concours, comme le font d'ailleurs d'autres concours, parce qu'on se dit qu'on se prive de talent. Et que l'aptitude physique, elle ne doit pas être rédhibitoire
On est capable de faire des aménagements, on est capable d'avoir une scolarité qui est la plus harmonieuse possible, avec quand même cette difficulté justement de ne pas créer une catégorie à part, puisqu'en fait, à l'école polytechnique, on a un principe qui est de donner aussi une éducation par le sport qui est très forte, une cohésion de section qui est très forte. Donc il faut aussi que l'élève soit autonome, il soit capable de vivre la même chose que ses camarades. Donc c'est aussi cet équilibre qui n'est pas si évident que ça, sur lequel on travaille. Mais ce qui est clair aussi, c'est qu'en dehors du cycle polytechnicien, qui, comme je le dis, statutairement est un peu compliqué, puisqu'il y a ce statut militaire, sur toutes les autres formations, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'un élève, un étudiant handicapé peut tout à fait rentrer à l'école polytechnique, que ce soit dans le bachelor, que ce soit dans les masters, que ce soit en doctorat, que ce soit même sur les formations continues. Toutes ces choses-là sont totalement accessibles. Le constat est qu'on n'a pas d'étudiants handicapés en nombre véritablement représentatif. Vous voulez vous fixer un objectif chiffré ou pas du tout? Ou ce sera un objectif qualitatif, comme l'a dit aussi Monsieur le Ministre? Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui, dans la mesure où je pars d'assez loin, puisqu'en fait, je n'en ai pas, globalement. Il faut ouvrir les possibilités, regarder la compatibilité aussi, je vous dis, entre le handicap et puis le niveau d'excellence, parce que j'ai aussi besoin de garantir un niveau de qualité de formation et donc derrière d'employabilité, quelle que soit la diversité de mes étudiants. Donc c'est tout ça qui est à prendre en compte. Comme je dis, on s'améliore, on essaye de tirer aussi les retours d'expérience d'autres écoles. Ça prendra du temps. Ouais. Mais vraiment, je plaide avec toute humilité le fait qu'on doit s'améliorer et qu'on a peut-être un retard par rapport à d'autres écoles. C'est clair. Monsieur Giraud, les ingénieurs de Polytechnique, ça c'est la cam des gens de Capgemini, c'est les meilleurs a priori qui sortent. Franchement, quelqu'un qui aurait fait Polytechnique en étant handicapé, c'est quoi le sujet? Est-ce que vous qui les voyez au quotidien, il n'y a pas d'obstacle au travail une fois qu'on est à l'intérieur de l'entreprise? D'abord, on serait ravis d'avoir beaucoup plus d'ingénieurs de Polytechnique nous rejoindre. Mais non, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté par essence, si ce n'est les aménagements physiques ou autres nécessaires. Mais bon, ça, c'est pas très compliqué. On fait ce qu'il faut, les accompagnants, etc. J'ai envie de dire qu'on a un gros travail en interne aussi, parce que notre corps social, nos managers, nos chefs de projet ont parfois besoin d'être convaincus que c'est une chance. C'est pas, on leur demande pas quelque chose d'extraordinaire, mais il faut vraiment comprendre qu'avoir une équipe diversifiée, avoir tel ou tel qui a un handicap n'est pas un problème, mais une chance. Je dois dire que les contrats à insertion sociale, les clauses d'insertion sociale dans les contrats sont aussi une grosse aide, parce que le fait que les clients eux-mêmes viennent dire à Capgemini, mais que faites-vous là-dessus, et prouvez-nous, démontrez-nous que vous êtes engagé, etc., sont aussi des très fort levier. Mais moi, je reviens toujours au même problème, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de personnes. Talents beaucoup plus, formés. Beaucoup plus. Ouais. D'où les efforts en interne de créer des écoles de formation par l'apprentissage. Toutes les nouvelles réglementations nous aident à amplifier ça. On a créé une formation interne à Cap qui prend des personnes en situation handicapée à Bac+3 et on les amène à Bac+5 informatique au niveau Syntec, ou des Bac+5 mais qui ne sont pas informatiques, on les transforme en qualification informatique. Donc on essaie de faire aussi une partie du chemin pour avoir plus de personnes. Merci. Monsieur le ministre, je sais que vous devez nous quitter, donc j'aimerais bien qu'on fasse une toute petite conclusion avec vous. Le dialogue continuera. Là, c'est l'excellence. Mais dans la vie, qu'on soit handicapé ou pas, on ne peut pas tous viser les grandes écoles et l'excellence. Est-ce que la solution aussi, c'est de développer justement l'apprentissage, l'accès très tôt à des métiers qualifiés, qualifiants, et qui permettent non seulement de trouver du travail, mais de s'épanouir personnellement dans une vie qui sera longue, une vie au travail? Oui, bien sûr. Et de ce point de vue-là, les élèves qui ont un handicap, et comme vous l'avez dit, ces handicaps peuvent être très variés, peuvent être très significatifs de la variété des cheminements que l'on peut faire dans le système éducatif et dans le système d'enseignement supérieur. Et il peut être
les locomotives de différentes mutations qui vont avoir lieu. Et c'est particulièrement vrai au travers de l'enseignement professionnel. Actuellement, on a une réforme de l'enseignement professionnel que je considère comme étant ma deuxième principale réforme après celle de l'école primaire. Et cette réforme, elle a plusieurs aspects, mais le premier d'entre eux, c'est de développer une logique de campus. J'ai parfois dit quand je la préparais que nous voulions faire des Harvard du pro. Vous voyez, donc, ce qui relie deux éléments de votre question. Et l'objectif, c'est de faire que ces campus soient très attractifs, qu'on ait envie d'y aller, que la fin de la classe de 3e, vous y alliez non pas parce que vous avez un mauvais bulletin scolaire, mais parce que vous avez envie, parce que ça fait envie, et parce qu'il y a des thématiques d'avenir. Par exemple, le numérique est évidemment un très important exemple. On aura des campus du numérique, et dans ces lieux-là, vous aurez et un lycée professionnel du numérique, et pourquoi pas un laboratoire de telle ou telle des entreprises ici présentes aujourd'hui, tel secteur d'une université, un incubateur d'entreprise, etc., etc. Un centre d'apprentissage, bref, une série d'institutions réunies dans un même lieu qui fait envie, ce lieu étant organisé autour de métiers d'avenir, et donc montrant que l'enseignement professionnel mène à ces métiers d'avenir. Et le contrat moral avec l'élève qui rentre, c'est que, eh bien, après son bac pro, ou son CAP, ou son bac pro, il peut travailler, ce qui est la destinée normale de l'enseignement professionnel, mais aussi continuer vers des études supérieures, BTS, licence pro, titre d'ingénieur, doctorat, ça arrive. J'ai même, il y a 10 ans, j'ai contribué à créer un internat d'excellence à Mont-Soleil-Mines pour des bacheliers professionnels, et fêté leur anniversaire récemment. Il y en a un qui a intégré Polytechnique, et il avait fait, et plusieurs ont intégré Centrale, et donc nous avons montré que pour un pourcentage petit, mais un pourcentage d'élèves de bac pro, tout était possible. C'est cette idée que tout ne se définit pas à 16 ans, tout ne se définit pas à 18 ans, tout ne se définit pas à 20 ans. Et rien ne se définit jamais, d'ailleurs, définitivement à un instant T, mais il doit y avoir des parcours. Et donc, je fais ce détour pour répondre à votre question, c'est-à-dire que, bien entendu, que les élèves en situation de handicap vont être particulièrement bénéficiaires de ce nouveau contexte, parce que ça va leur permettre d'être d'abord dans des lieux qui ont été pensés pour ça, et qui ensuite vont les mettre à l'avant-garde de filières qui, justement, dans un certain temps, vont finir par faire envie. Parce qu'on va dire, au fond, par exemple, si je veux faire une carrière du numérique, c'est loin d'être absurde d'être passé par là, peut-être de m'être arrêté en bac pro pour tel type de compétences, en bac plus 2 pour tel autre type de compétences, recommencer ultérieurement dans la vie, mais en tout cas être rentré dans cette nouvelle logique. Et donc on voit bien que tout est relié, c'est-à-dire qu'on est entré dans un monde de formation tout au long de la vie, bien sûr, dans un monde ultra-technologique, bien entendu, mais aussi dans un monde de la personnalisation des parcours. Et donc les élèves handicapés sont amenés par la force des choses à être particulièrement en pointe dans ces logiques-là, et dans l'organisation par compétences aussi, et donc d'une certaine façon peuvent être en situation un peu pionnière. En tout cas, il est certain qu'en ayant ce projet de rénovation de l'enseignement professionnel, le sujet des élèves handicapés était présent, et d'une certaine façon, c'est tester la validité d'un projet de ce type que de voir l'impact qu'il a pour les élèves handicapés. Et je pense que l'école inclusive, c'est effectivement celle qui permet de proposer une variété de parcours comme ça. Merci, Monsieur le Ministre. On va vous libérer. Je vous souhaite... Ça va, le brevet? Tout se passe bien? Oui, merci. On est bien? On est à des journalistes dans la salle? Oui, le brevet se passe bien. Et c'était un exemple typique de décision. J'invite chacun à regarder les critiques de la semaine dernière et de faire le point demain soir. On les salue. Merci. Et je vous souhaite donc du coup une rentrée techniquement réussie, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Patrick, vous avez entendu, vous voulez rendre confiance et surtout ne pas enlever ceux qui donnent confiance. Ces diplômes, tout ça, ça donne confiance quand même quand on arrive dans une entreprise. Il est certain que plus un parcours se rapprochera du parcours, j'ai honte de dire le mot, mais normal, plus les gens arriveront avec une dose de confiance. Classique, merci. Classique. Merci beaucoup Nathalie. Plus les gens arriveront avec une dose de confiance. En fait,
je dois faire une petite digression. J'ai eu une petite baffe d'humilité quand on a préparé cette intervention, parce que moi j'étais en train de dire, effectivement, comme le ministre l'a dit, la route est sans doute encore longue dans la simplification de ce qui est accès physique, dans la simplification de ce qui est administratif, et je voulais vraiment parler de l'aspect culturel, aussi bien pour les jeunes handicapés que pour ceux qui vont les accueillir. Et donc ma petite digression, c'est quand même, puisqu'on est aussi, nous, des investisseurs et des investisseurs dans le domaine de ce qui est à impact social, juste vous donner quand même un certain nombre de, deux chiffres qui, moi, quand on a préparé ça, qui, moi, m'ont beaucoup interpellé. On a justement sur ces initiatives sociales un concours annuel chez Aviva qui s'appelle La Fabrique, qui a 4 grands gagnants par année, donc on aide des idées à leur tout départ. Sur les 2 dernières années, donc sur 8 gagnants, 4 étaient sur des idées qui simplifiaient, j'allais dire, au quotidien la vie des jeunes handicapés. Ce qui veut dire que même si on fait beaucoup, même si au niveau de l'éducation, au niveau des structures, des infrastructures, on se rend compte sur des idées qui d'ailleurs en général viennent de la famille ou d'amis d'handicapés qui sur un cas particulier ont développé une idée qui d'ailleurs peut faire du business derrière, qu'il reste beaucoup de choses à faire. Ça, c'est le premier point. Le second point, alors qu'on a aussi, là pour des entreprises un peu plus développées, un fonds d'investissement à impact social, là aussi, énormément de choses de progrès sociaux d'une façon générale, mais autour des handicapés. Donc il reste quand même beaucoup à faire. Donc c'est vrai que moi, dans un verre à moitié vide et à moitié plein, j'ai toujours tendance à le regarder à moitié plein. Mais bon, il faut quand même garder un tout petit peu conscience. Ça ne m'empêchera pas de parler de la partie culturelle. Je pense que le regard des autres, c'est aussi quelque chose qui est moins facile à toucher qu'un accès, une rampe ou un accès, mais ça reste très important. Et alors il y a le regard des autres, c'est supérieur. Et le regard des autres, ses collègues, quand on arrive dans l'entreprise. Mais finalement, ce n'est que la projection de ce que l'on aura eu au moment de l'éducation, qui est le regard de ses professeurs et le regard de ses camarades. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Les camarades, peut-être parce que notion d'âge, ils vivent dans ce qui est notre environnement, et les collègues, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'au niveau, effectivement, de l'encadrement, nous, on a beaucoup de choses à faire. Et même si je suis relativement fier de ce que l'on peut faire chez Aviva, mais je pense que d'autres collègues chefs d'entreprise pourraient être dans la même situation. Quand on regarde au quotidien de ce qui peut se passer dans des espaces un tout petit peu plus éloignés de nos entreprises, on sait qu'on a du travail. Et là, on a de la formation. Et je pense que c'est exactement le miroir de ce que nos 2 directeurs d'école pouvaient dire, et le ministre pouvait dire à propos des professeurs. Là, on est vraiment au tout début de la route. Bon, on va la prendre ensemble, cette route, hein, puis on va la parcourir. Je voudrais saluer l'arrivée de notre invité d'honneur, Jean-Paul Agon, qui va prendre la parole dans quelques minutes. Vincenzo, on a dit, hein, vous avez un étudiant là, lui, brillant, qui a réussi. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus encore? Parce qu'on peut toujours faire plus et mieux, à l'ESSEC. Oui, alors d'abord, j'aimerais bien rappeler quelques chiffres, parce qu'aujourd'hui, il y a environ 1,08% d'étudiants en situation de handicap dans les écoles et 1,37% à l'université. C'est sûrement, et c'est des chiffres, surtout pour les écoles, qui sont en croissance d'environ 13% chaque année ces dernières années. C'est un chiffre sûrement sous-estimé, parce que, comme on l'a entendu, il y a beaucoup d'handicaps qui ne sont pas visibles. Et 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et les étudiants ne se déclarent pas jusqu'au moment où ils ont de vraies difficultés. Et alors, on a là où on peut faire encore plus et mieux que maintenant, c'est d'arriver à repérer les handicaps pour aller vers ces étudiants. Mais là, vous voyez, on parle quand les étudiants sont déjà à l'école. Par contre, on pourrait faire mieux. Il y a un programme qu'on a développé à l'ESSEC en 2009, le programme phare, qui depuis a été sémé dans 16 académies via la FEDE, qui est très important parce que, vous voyez, souvent, ces étudiants ont bien un potentiel avéré, mais ils limitent un petit peu les choix. Et donc, c'est très important d'aller vers ces étudiants avant que ces étudiants arrivent à l'école, pour mettre en valeur un petit peu les atouts, mais aussi développer des compétences transversales. C'est l'aisance à l'oral, c'est la méthode de travail, c'est la confiance en soi. Et donc, aller vers ces étudiants pour les préparer à leur voie, pour faire en sorte qu'ils trouvent un petit peu la voie qui a un peu de sens par rapport à leur talent. Mais déjà, quand ils sont à l'école, avec la conférence des grandes écoles, là je parle plus avec la casquette de président de la commission d'université de la conférence des grandes écoles, dans plusieurs écoles, il y a désormais un référent handicap, avec des missions handicap, et il n'y a pas juste la mission
Je dis juste, ce n'est pas une mission unique d'accompagner les étudiants, qui est déjà une mission en soi, parce qu'il s'agit d'aménager la scolarité, d'aménager leur vie sur le campus. Il s'agit de leur donner la même chance de participer à une expérience internationale. Dans ces écoles, il y a la possibilité d'aller à l'international. Et fort heureusement, on a développé très récemment un statut international d'étudiants en situation de handicap qui aide beaucoup dans les échanges à l'international. Mais il y a 3 autres piliers qui ont été mentionnés même par William. Il y a un pilier dans la mission handicap qui est le pilier de sensibilisation et de formation de la communauté. La gestion des étudiants en situation de handicap au sein d'une école n'est pas juste faite par des professeurs pour la direction des études, c'est vraiment toute la communauté, toutes les parties prenantes qui doivent participer. Et du coup, il y a l'organisation de conférences, d'événements inclusifs, de semaines dédiées qui permettent un petit peu de changer le regard. On a bien cette mission écrite ici en face de l'estrade, et pour faire en sorte que cette différence soit vraiment la norme. Moi aussi, j'aime pas du tout le mot différence, donc ça doit être vraiment la norme, et pas subi par une école ou par les étudiants, mais vraiment qu'il soit défini comme une richesse. Aussi, parce qu'on l'a entendu de William, ils sont fiers de leur réussite. Donc la solution, à mon avis, d'autres écoles pourraient imaginer de faire autrement, mais la solution n'est pas de créer une voie spécifique différente. Il s'agit de les accompagner, de les aider, parce qu'ils sont fiers de leur réussite dans des voies qui ressemblent aux voies des autres. Après, il y a un autre élément qui est très important, qui est la dynamisation des échanges avec les entreprises. Et parce que les entreprises, c'est des parties prenantes de ces écoles, comme les professeurs, comme les autres étudiants. Et quand je parle de dynamisation, c'est leur participation dans les activités d'aménagement, d'accessibilité, de sensibilisation. Mais par exemple, dernièrement aussi, la mise en place de bourses d'études qui peuvent bien aider ces étudiants. Et donc, en général, quand je parle de la formation, et là on peut faire encore mieux, on a mis en place par exemple une formation certifiante handicap. Il y a 250 étudiants qui sont passés par la formation. Là je parle bien de la formation des parties prenantes, qui aide beaucoup. Et depuis quelque temps, on l'a étendu aux salariés de l'institution. Et l'objectif est aussi d'étendre tout cela aux autres écoles dans le même territoire. Parce que je considère que de plus en plus, une école toute seule ne peut pas s'en sortir, les écoles toutes seules ne peuvent pas s'en sortir. C'est vraiment un sujet qui doit impliquer toutes les parties prenantes, les pouvoirs publics, les autres écoles. Et comme, oui, c'est un sujet qui ressemble beaucoup, à mon avis, à la question de l'ouverture sociale. On demande l'ascenseur social, qui est très bien, mais un ascenseur ne peut pas démarrer aux derniers étages, parce que sinon on risque que beaucoup de personnes s'arrêtent avant même d'arriver là où l'ascenseur est pour pousser le bouton et appeler l'ascenseur. C'est la même chose pour l'handicap, donc j'étais heureux d'avoir le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il me semble que c'est un vrai sujet dès l'école primaire et secondaire. Dernier sujet, je prends juste 20 secondes, c'est la communication. Parce qu'il y a, désormais, ça fait 12 ans, depuis 2008, que soit par la mission handicap, soit par la première charte qui a été signée par la conférence des grandes écoles, on vient juste signé avec Mme Vidal et Mme Cluzel la deuxième charte. Ça fait 12 ans que les écoles sont engagées, mais encore, il y a une non-connaissance ou méconnaissance de ce qui est fait, et du coup, on a quand même un manque de communication dans les salons. Vous attachez mes services de mon agence pour la communication, voilà, vous verrez, tout va changer. Dans les écoles, auprès des familles, pour faire en sorte d'enlever des barrières qui parfois sont des barrières qui sont là parce que ces étudiants ne connaissent pas et donc on peur. Ne savent pas. Si vous avez une question, n'hésitez pas, qu'on participe ensemble. Non ? Bon, c'est que mes questions sont bonnes, alors que je n'ai pas raté des questions que vous poseriez et que moi je ne poserai pas. Christophe Castel, on a parlé là de Polytechnique, de l'ESSEC. Bon, mais les 3/4 des étudiants, ils vont à l'université, Christophe. Alors on fait comment pour cela ? Tout à fait, effectivement, vous avez raison de le rappeler. On a un ensemble, les étudiants en situation de handicap représentent 1,6% de la population étudiante totale et 1,8% de la population étudiante dans les seules universités. Donc effectivement, il y a une part importante des universités dans la scolarisation des étudiants handicapés. Et puisqu'on en est à parler de chiffres, je pense qu'il est quand même utile de remettre ça un peu en perspective sur cette place des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur. En 2005, avant 2005, nous avions 7000 étudiants en situation de handicap. Cette année, nous sommes à 30 000.
l'année prochaine, sur les bases des chiffres que nous pouvons voir remonter, nous serons à 34 000. Donc on a quand même des dispositifs de la loi et un engagement de tous les acteurs, parce que la loi, c'est bien, mais encore une fois, c'est l'appropriation par les acteurs qui est décisive. Mais les professeurs, mais les présidents d'université sont totalement autonomes depuis la loi de Valérie Pécresse. C'est à eux d'impulser et de choisir d'accueillir plus d'étudiants. Alors, ils n'ont pas à choisir d'accueillir plus d'étudiants, mais parce que l'université est ouverte à tous, leur enjeu, c'est de faire en sorte que leur établissement se donne les moyens d'accueillir les étudiants et s'ouvre aux étudiants le plus largement possible pour que les étudiants choisissent aussi l'université. Et c'était un des chantiers que nous avons engagés. Aujourd'hui, vous avez tous les établissements, toutes les universités qui ont un schéma directeur d'accueil des étudiants en situation de handicap, qui ont tout un référent. Et ça, c'est un aspect clé. C'est-à-dire, et nous l'avons matérialisé encore l'année dernière dans Parcoursup, puisque sur les fiches d'information sur les différentes formations, sur les différents établissements, il est mentionné le nom, les coordonnées du référent handicap, il y a une fiche spécifique sur l'accueil des étudiants en situation de handicap, parce que c'est un point qu'on évoquait, l'orientation, c'est un enjeu très important. L'information aussi, comment porte-t-on l'information aux jeunes qui sont à un moment où ils doivent faire un choix crucial dans leur vie, dans leur orientation académique et professionnelle, de savoir ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, cette première information, un goulet d'étranglement, c'est le passage par Parcoursup. Là, on sait qu'on touche quasiment toute une génération. Et dans Parcoursup, maintenant, vous avez toute cette information le plus en amont possible. C'est-à-dire que là, les jeunes peuvent voir les différentes formations et anticiper éventuellement les besoins d'accueil que représente leur situation pour l'établissement. Ils ont le moyen de se rapprocher de l'établissement pour voir ce que l'établissement peut mettre en œuvre pour rendre accessibles les formations et les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, c'est un point sur lequel les universités sont toutes très engagées. Et nous avons quand même, alors pas seulement au niveau des universités, mais 86% des étudiants qui sont en situation de handicap bénéficient au sein de leur établissement d'un plan personnalisé d'accueil. Donc ça, c'est un aspect important. Et avec cette information, cette meilleure information dans Parcoursup dès le départ, nous allons augmenter ce taux. Et c'est là aussi où on parlait de culture tout à l'heure. Monsieur évoquait les questions de dimension culturelle. Comment est-on perçu par ses camarades? Comment est-on perçu par ses collègues ou ses supérieurs? Il y a aussi la façon de comment on se perçoit soi-même. Et ça, c'est un point particulièrement important. Et montrer à un jeune dès le départ, quand il est en terminale, que dès le départ, les formations sont conçues pour pouvoir l'accueillir, elles peuvent s'adapter à lui. Et sur mesure, ça, c'est un point important pour débloquer cette représentation négative qui peut inhiber certains jeunes. Et mais ça, là c'est aussi, un point il y a pour nous peut-être un problème important. de communication, comme le disait Vincenzo, de le faire savoir. On sait à quel point c'est compliqué déjà quand on est en terminale de trouver la bonne université, la bonne formation, la bonne orientation, quand en plus on est en situation de handicap. Est-ce que les universités aujourd'hui ont les moyens de faire savoir ces programmes personnalisés dont vous parlez? Oui, alors bien sûr, comme je vous l'avais dit, vous avez la plateforme Parcoursup en elle-même qui est un premier vecteur sur lequel vous avez l'information. Un des points importants de la loi pardon, orientation... Christophe, mais enfin, la plateforme Parcoursup, c'est quand même le truc le plus anxiogène du monde pour les jeunes, pour les parents, pour tout ça. C'est une mère d'enfants en phase finale, on va dire, de lycée, qui vous le dit. Donc, quand en plus vous avez vous êtes en situation de handicap, comptez pas sur Parcoursup, je vous le dis franchement par expérience. Non, ils regarderont pas, ils verront pas, ils sauront pas. Je vous le dis vraiment, là c'est un conseil d'amis. Ça marchera pas votre truc. Il faut que ça vienne d'ailleurs. Il faut que ça vienne pendant la terminale. Il faut que ça vraiment. Ah, mais pas de problème. Juste un point. Vous évoquez Parcoursup. Dites-vous que APB, avant... Ah, c'est encore pire, parce que moi, je suis une vieille mère, donc j'ai eu APB aussi. Donc je vous le dis, c'est encore pire. Là, c'est un moyen. Je ne vous dis pas que c'est le moyen, que c'est la solution. Mais encore une fois, sur les jeunes en situation de handicap, un des enjeux, c'est de multiplier les canaux par lesquels on peut les toucher et les informer. Il y en a un sur lequel rien n'était fait. Aujourd'hui, on fait quelque chose, et quelque chose de concret, administratif. Vous avez un nom, une adresse mail à laquelle vous pouvez vous adresser, des moyens. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'important. L'autre point qui est important, c'est ce que dans le cadre de la loi orientation et réussite étudiante, c'est de faire en sorte qu'il y ait une liaison toujours plus forte entre les établissements d'enseignement supérieur et les lycées. C'est de faire en sorte que, dans ce domaine, les correspondants, les personnes qui suivent la question du handicap
dans l'enseignement scolaire parlent et sont en liaison permanente directe avec ceux qui gèrent cette question dans l'enseignement supérieur. Ça aussi, c'est un changement que nous avons impulsé. C'est l'intérêt aussi, vous voyez, la place particulière que tient un recteur qui est responsable, bien sûr, de l'enseignement scolaire, on y pense tous en premier lieu, mais qui est aussi représentant du ministre pour l'enseignement supérieur. Et là, il y a une véritable impulsion. Et vous parliez de choses concrètes, on va être sur du concret. Hein. Vous évoquiez les jeunes qui passent par Parcoursup sont anxiogènes. Il y a un point qui est une innovation dans Parcoursup. C'est que vous avez ce qu'on appelle les commissions académiques d'accès à l'enseignement supérieur pour des jeunes qui n'auraient pas eu ce qu'ils voulaient et qui sont dans des situations particulières, qu'ils puissent demander une révision de leur affectation. Et là, c'est le directeur qui décide. On a eu, pour toutes les saisines qui ont été faites, 86% de réponses positives pour les jeunes en situation de handicap. Donc là, c'est très concret. Si on a changé la vie de ces jeunes. Autre chose. On va donc se parler je ne dis pas que ça se limite à ça, une forme mais il y de a ça. discrimination positive, on s'en fout. Eux, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir accès plus vite, plus tôt, à certaines places dans les universités? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans notre pays ou pas du tout? Alors actuellement, la question de la discrimination positive, de toute façon, ce n'est pas l'esprit de la loi de 2005. Déjà, encore une fois, nous, on est dans la logique de cette loi, logique de compensation, et de faire en sorte que donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais pas nécessairement de discrimination à l'entrée, qui de toute façon, légalement, n'est pas possible. D'accord, très bien. Général, pourquoi vous ne vous rapprochez pas, vous, Polytechnique, puisque on le sait, hein, l'aspect physique est très important, des très jeunes sportifs handicapés, qui certains se préparent pour les Jeux paralympiques de Tokyo, de 24 surtout, à Paris, pour aller puiser. Là, il y a un réel réservoir de jeunes femmes et de jeunes hommes d'une détermination et d'une volonté de faire, hein, parce que faire du sport quand on a son handicap et devenir un champion, c'est encore plus honorable de devenir un champion quand on n'a pas de handicap, pour justement ouvrir Polytechnique à des personnalités comme celle-là. Alors, le rapport puisque vous le dites, le sport est très important. Oui, à Polytechnique. le sport est très important, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous faisons partie des 11 établissements qui participent au projet Sciences 2024, qui accompagne donc la préparation de nos athlètes olympiques et paralympiques pour les Jeux de 2024. À ce titre, d'ailleurs, on a des liens très forts avec la fédération paralympique. Marie-Amélie Le Fur, qui a justement une problématique de lame de faire du saut en longueur. Donc, on travaille à l'optimisation de sa lame. On a également Franck Ferblanc, en course en fauteuil. On a présenté d'ailleurs lors de la visite de Frédéric Vidal et Roxane Maracineanu à l'école polytechnique un prototype de fauteuil pour personnes paraplégiques, donc qui permet de faire on va dire du cyclisme uniquement avec les bras. Donc on est totalement impliqué dans l'optimisation et également l'amélioration des conditions des athlètes et de façon plus générale des personnes victimes d'un handicap. C'est pas seulement d'ailleurs nos chercheurs qui sont mobilisés sur le sujet, c'est aussi nos étudiants. Et ce que je voulais dire, parce qu'on a beaucoup parlé de finalement l'ouverture, l'admission de nos écoles pour des étudiants souffrant de handicap, mais il ne faut pas oublier le regard de l'ensemble finalement de nos jeunes qui doit changer, et il changera parce qu'on les mettra en situation, pas seulement parce qu'ils auront des professeurs, des enseignants qui vont les sensibiliser aux enjeux du handicap, parce qu'eux-mêmes vont vivre des situations de gestion des difficultés des personnes handicapées. Donc à l'école polytechnique, je fais un peu la pub de l'école quand même, j'en profite, nous avons un stage de formation humaine en première année où nous mettons en situation donc, nos étudiants alors dans des associations de tout type, et notamment dans des associations qui traitent du handicap. Donc c'est avec la Fédé, ça peut être dans l'association Alice, ça peut être dans l'association Kirpap, les enfants à l'hôpital, l'Arche. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui aujourd'hui font appel à des étudiants polytechniciens qui interviennent et qui donc du coup ont cette prise de conscience. On a également donc des élèves qui participent donc à des formations qui vont leur donner le label Handi Management. Je pense que c'est important aussi qu'on démontre qu'il y a un véritable investissement personnel et qu'on va vers le handicap. On ne le craint pas et on saura le traiter, je pense, de façon plus performante plus tard, parce qu'on l'a connu durant ces périodes de formation. Le dernier point, c'est finalement les difficultés technologiques au quotidien. Et là, nos étudiants sont totalement mobilisés, notamment ceux qui développent des start-up.
dans le domaine donc, de la gestion du handicap. J'ai des startups qui sont accélérées ou incubées à l'École Polytechnique pour notamment aider les personnalités à mobilité réduite, aider les personnes souffrant de troubles psychologiques, de diabète, enfin tout type finalement de maladies ou de handicaps qui peuvent être très compliqués à gérer au quotidien. Donc faut bien avoir conscience, on n'est pas dans un monde binaire où finalement il y a d'un côté les personnes souffrant de handicap et qui vont devoir trouver justement leur place et pour lesquelles il faut vraiment les accompagner d'une certaine façon, ce que disait Vincenzo. Je pense qu'il faut vraiment toujours avoir en tête qu'elles veulent vivre la même chose que les autres. Ouais. Et donc, avant de faire des promesses en disant « oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va ouvrir », il faut avoir en tête cette intégration qui nécessite d'avoir des conditions identiques et non pas de la discrimination. Et ce qui explique aussi que beaucoup de nos étudiants souffrant de handicap n'éprouvent pas forcément le besoin de le déclarer, parce qu'ils ont tellement peur d'être stigmatisés qu'ils ne le font pas. Donc ça aussi, pour que ça change, il faut qu'il y ait une transparence, la plus grande neutralité de leur gestion de scolarité pour justement les aider à franchir le pas. Hubert, vous êtes rassuré, vous qui cherchez des talents, vous voyez, on va vous les former convenablement, parfaitement, et quelles que soient les natures des étudiants et des étudiantes. Oui, je vais beaucoup mieux, là, c'est impressionnant. Vous sentez très angoissé. Mais non, je réagissais à deux choses que je viens d'entendre. Je crois qu'effectivement, il y a un vrai travail sur l'orientation. Je crois que trop de jeunes, tout jeunes, subissant un handicap accidentel ou de maladies sont trop vite découragés, orientés vers des filières ah ben tu pourras plus rien faire, enfin ce genre de phrases absolument horribles. Dans notre industrie du numérique, on peut faire plein de choses sans mobilité, avec beaucoup de handicap évidemment. Dommage que l'orientation soit pas plus puissante là-dessus et donc plus précoce aussi. Et très précoce et d'emblée, et arrêter de dire ah ben voilà, ben, tant pis, tout s'arrête. Tout s'arrête, rien s'arrête, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, quand j'entends que les universités sont libres, elles font ce qu'elles veulent, parce que la liberté de l'université, c'est très bien. Enfin, dans ce pays, on a dit les entreprises doivent avoir 6% d'emplois. Pourquoi on ne dit pas aux universités vous avez 6% de handicapés? Mais au nom de quoi on ne peut pas dire ça? Ça enfreint rien de la liberté chérie des universités, et des écoles d'ailleurs au passage. Mais moi, qui ne recrute que des bacs plus 5, enfin, en même temps, parfois, il y a des si l'université ne forme pas, qu'est-ce que je fais? Alors après, ça vient sur c'est moi qui forme. Bon, alors on va le faire et on le fait. Il y a un autre aspect dans ce domaine-là, c'est la réadaptation professionnelle. Parce qu'il y a les formations initiales, etc. Mais il y a après aussi, en cas d'accident de la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je crois qu'il y a aussi un énorme effort à travers l'apprentissage, des reconversions, des appuis à la réadaptation, etc. On essaie d'en faire aussi beaucoup. Je pense que c'est une deuxième source pour les handicapés d'accéder à l'emploi et de trouver ça. Et une source d'inspiration aussi, du coup, pour les managers, pour trouver du développement dans la RSE. Patrick, pour terminer rapidement, vous aussi, ça va, vous êtes rassuré, le verre à moitié plein doit se remplir un peu plus. On l'a beaucoup dit, la situation ne va qu'en s'améliorant. Et c'est vrai que... Heureusement que c'est pas l'inverse, hein, parce que mais non, mais voilà, c'est-à-dire que... Sur tout un tas de domaines. On a commencé à se comparer à la loi de 2005, effectivement, on partait de rien. Non, moi j'ai peut-être deux petits points que je voudrais rajouter. Le premier, effectivement, et c'est bien de former, mais c'est bien de former à la vie professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses au niveau des entreprises, pas assez sans doute, pas assez vite, on fait beaucoup de choses au niveau de l'éducation, pas assez vite. Il y a un troisième point qui est quand même effectivement le pont entre les deux, et là, il ne faut pas oublier ce point-là. Et puis vous avez touché le point de la discrimination positive, qui est je veux bien d'ailleurs continuer à parler si on est d'accord qu'il n'y a pas de solution idéale, parce que c'est effectivement toutes les questions de quotas. Moi, j'ai une épouse qui est profondément contre les quotas.
quota homme-femme, parce qu'elle considère que c'est pas pour ça qu'elle doit être choisie. Elle n'a pas tort, mais mon expérience professionnelle... On en parlera, vous et moi, et Oui. je la convaincrai qu'elle a tort, Voilà. en fait. Mais mon expérience professionnelle me prouve que c'est le bon moyen, en tout cas, d'initier un mouvement quand on part de loin. Oui, c'est peut-être pas idéal, c'est bien pour mais, ça qu'il faut pour être initier. pour, Et là, malheureusement, il faut avoir l'humilité de dire qu'on a besoin d'initier, donc que j'y suis favorable. Et je remercie beaucoup l'argument de dire que finalement, les entreprises, on en a presque plus que les écoles. Oui, bien donc c'était un très bon argument. Mais c'est vrai que c'est la manière, dans l'état encore embryonnaire sur lequel on est, de progresser plus vite. Messieurs, je vais vous inviter à écouter une femme. Malika Boucheya, elle est là, de la JIP. Où est-elle, Malika? Malika, vous avez un micro? Vous pouvez allumer le vôtre? Vous voulez venir au pupitre? Comme vous voulez. Essayez d'allumer le mien. Peut-être c'est mieux au pupitre, comme ça tout le monde vous voit. Venez, Malika, venez. C'est mieux. Vous allez nous faire une petite conclusion de ce que vous avez attendu avant que notre invité d'honneur prenne lui aussi la parole et qu'on remercie ces messieurs pour cette première table ronde. Installez-vous. La GFIP, dont vous êtes la présidente, j'imagine, oui, a écouté avec beaucoup d'attention tous ces débats. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai écouté avec attention et effectivement, c'est intéressant d'écouter donc l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'éducation nationale. Et effectivement, comme le disait à l'instant donc sur l'aspect entreprise, on le sait très bien que l'employabilité, la formation initiale est essentielle. Certes, ce n'est pas la totalité, certes, on se forme tout au long de la vie, certes que le parcours professionnel, c'est aussi une formation professionnelle, on voit que le bagage, le sac à dos initial est très important pour orienter sa carrière et pour donner aussi un sens à son parcours. Donc, il est évident que l'éducation nationale doit et devra développer cette thématique au sein de son parcours. Et c'est intéressant, moi j'aime bien toujours les logos, donc le logo en fait, qui figure ici, c'est accepter ces différences. Finalement, le handicap, certes, c'est quelque chose de spécifique, mais c'est une différence parmi d'autres. Et certes, il ne faut pas la gommer. On dit effectivement c'est toujours compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Accepter la différence, l'inclure dans son sein, ça mérite de bousculer le modèle classique. Et finalement, voilà, et l'handicap, c'est une différence comme une autre, et ça permet, et moi je trouve qu'il est toujours innovant, c'est une source d'innovation, parce qu'à chaque fois qu'une organisation de travail ou qu'une organisation au sein d'une éducation nationale pense à faire évoluer son modèle, donc finalement elle est innovante. Et comme ça, on arrive à accepter la différence. Moi, j'y tiens, donc effectivement, donc, insérer les personnes en situation de handicap, comme le disait à l'instant, donc c'est 1 million dans l'emploi, 500 000 à la recherche d'un emploi. Et quand on fait un focus sur les 500 000, le 2/3 n'ont pas de niveau de bac. Donc voyez-vous, et si je fais encore un focus de plus de 50 ans, c'est pratiquement plus d'un tiers. Donc, je suis femme, plus de 50 ans, un niveau inférieur au bac, qu'est-ce que ça donne sur le marché de l'emploi? Et cette précarité sociale, finalement, on la paye tous. Donc, et on trouve effectivement qu'on n'est pas, et je vais employer un terme à la mode, on n'est pas très inclusif. Pour qu'on soit inclusif, il faut le penser en amont. Il faut qu'on arrive avec la scolarité, avec la formation initiale, à l'adopter, à la réformer pour qu'on puisse inclure cet handicap et finalement épanouir la carrière ou le parcours de l'individu. Bien sûr, après, effectivement, la deuxième table ronde est très intéressante puisqu'on est sur les développements de compétences et ça nous permet de faire un focus sur quelques leviers et quelques dispositifs. Voilà, je ne souhaite pas être longue. Voilà. Non, vous étiez parfaite. Merci Malika, merci infiniment pour votre témoignage et votre engagement.